Bonjour à tous, je vais vous lire la traduction que j'ai faite de ce document fort intéressant que j'ai depuis longtemps sur mon disque dur, qui était paru initialement dans le Penthouse de novembre 1973. C'était l'époque où il y avait encore des articles extrêmement intéressants, et surtout il y avait des publications un peu anarchistes. Robert Anton Wilson par exemple, il publiait souvent dans des revues un peu érotiques et tout. Donc voilà le document d'origine. Le gouvernement est-il nécessaire? Conversation avec des hommes d'affaires, des cadres, des écrivains et des enseignants qui ne le pensent pas. Par Samuel L. Blumenfeld. Le gouvernement, anarchie à droite. Une nouvelle philosophie est cultivée à travers le pays. Elle se nomme libertarisme, anarcho-capitalisme, autarcie. Ces adeptes constituent un large éventail de personnes bien éduquées et productives. Ils comprennent des présidents de société, des cadres, des écrivains, des étudiants et des enseignants. Ils partagent une vision d'une société complètement libre, établie sur les principes de la souveraineté individuelle et de la propriété privée, sans aucun gouvernement. Pas de gouvernement? Mais c'est l'anarchie, pourriez-vous dire. Et l'anarchie est un mot qui évoque des images de chaos, d'anomie galopante et de peur généralisée. Mais ce qui est particulier à propos de la nouvelle anarchie, c'est qu'elle prétend être bien plus ordonnée et stable que le chaos organisé qui est notre système de gouvernement actuel. Les nouveaux libertaires, comme la plupart des nouveaux anarchistes, s'appellent eux-mêmes, soutiennent que le gouvernement par sa nature même est le plus grand créateur de chaos et de peur au monde. Ils citent les guerres des 50 dernières années qui ont causé des catastrophes à de nombreuses nations éclairées, l'extermination de millions de personnes par des actes gouvernementaux, le Vietnam, le Watergate, la corruption policière, la taxation vorace, l'inflation, un système judiciaire avec des châtiments et des rétributions médiévaux, de l'époque médiévale, la décision de la Cour suprême sur l'obscénité qui a causé une confusion et une incertitude instantanée. Alors, ça, je crois que c'était le Obscenity Case que cite notamment, si vous connaissez, Boards of Canada en faisant une parodie dans un de ses morceaux de l'album Music Has the Right to Children, et qui est d'ailleurs tiré d'un film pornographique des années 70. Je vous avais montré ça dans une vidéo, The So-Called Obscenity Case, et en fait c'était pour prévenir les gens que si on commence à interdire pour des motifs non pas frauduleux mais des motifs flous des contenus érotiques, ou si on commence à interdire certains films, etc., on pourrait même en venir à vous interdire de réfléchir, ou vous voyez, que ça serait le début d'une privation de liberté. Je crois que c'est ça dont il s'agissait. Donc cette décision qui avait causé une confusion et une incertitude instantanée, des lois oppressives qui restreignent nos vies économiques et sociales, elle considère la taxation comme un vol et la conscription militaire comme de l'esclavage. La plupart des gens tolèrent tout cela au nom du gouvernement, de la loi, de l'ordre. Leur hypothèse, c'est que sans gouvernement, les conditions pourraient empirer. Mais le seraient-elles ? L'histoire n'a-t-elle pas montré que lorsque les gouvernements sont détruits, les gens non seulement réussissent à survivre, mais le tissu social fondamental est maintenu? La société ne dépend-elle pas davantage du contrôle de soi individuel pour la stabilité et la prospérité que du contrôle gouvernemental? Peut-être anarchie est-il le mauvais mot à appliquer à un système où la liberté individuelle et les droits de propriété seraient les fondements d'une société sans gouvernement. Les anarchistes de l'ancienne école, nés au début de l'ère industrielle, défendaient la liberté individuelle, mais pensaient que la propriété était l'ennemi de cette liberté. Ils voyaient le gouvernement comme faisant respecter le système de propriété, et ils sont donc allés à des extrêmes, y compris des attentats à la bombe et des assassinats, pour renverser le gouvernement. Les anciens anarchistes concevaient la société idéale comme communale, c'est-à-dire à l'échelle d'une commune, d'une cité, un concept qui contredisait la notion d'individualisme. Ils sont tombés dans cette contradiction parce qu'ils manquaient d'une compréhension adéquate de l'économie, du lien entre la liberté et la propriété, entre la productivité d'un homme et la propriété de ses outils et des produits de son travail. Ils ne comprenaient pas le marché ni les principes de l'action humaine qui régissent la création de richesses. Ils ne comprenaient pas qu'un homme ne pouvait contrôler sa propre vie que dans la mesure où il pouvait contrôler sa propriété.
Mais le gouvernement ne pourrait-il pas être utilisé de manière limitée pour protéger les libertés individuelles et la propriété ? Notre gouvernement actuel n'est-il pas une perversion de l'idéal de gouvernement limité envisagé par nos pères fondateurs ? Pour répondre à ces questions et à d'autres concernant une société sans gouvernement, j'ai parlé à de nouveaux anarchistes, dont un professeur d'économie à New York, un écrivain à succès à Vancouver et un président de société à Wichita. Ça doit être au Canada. Vancouver, oui, c'est sûr. J'ai parlé à New York avec Murray Rothbard, professeur d'économie à l'Institut Polytechnique de Brooklyn. Je l'avais rencontré 10 ans auparavant, alors qu'il était déjà connu pour ses vues anarchistes radicales, qui avaient alors peu de poids parmi les conservateurs politiques qui croyaient en un gouvernement limité et constitutionnel. Il y a 10 ans, une méfiance envers le gouvernement, en particulier le grand gouvernement, était tout ce que Rothbard et les conservateurs politiques avaient en commun. Il convenait généralement que moins le gouvernement interférait avec l'économie, mieux c'était. Depuis lors, Rothbard a écrit un certain nombre de livres sur l'économie et est devenu un porte-parole de l'anarchisme de droite, ou comme il l'appelle, l'anarcho-capitalisme. Il a acquis un large public et son livre le plus récent, Pour une nouvelle liberté, Macmillan, 1973, est présenté comme le manifeste libertaire. Rothbard m'a dit qu'il était arrivé à son idéologie sous l'influence de ses parents et de ses professeurs. Vivant à New York, sa mère et son père étaient impliqués dans le mouvement anarchiste d'Emma Goldman avant la Première Guerre mondiale. Mais plus tard, pendant la dépression, son père est devenu un conservateur du marché libre. Pendant ses études préparatoires, le jeune Rothbard a été fortement influencé par un professeur d'histoire orienté vers le marché libre. Poursuivant l'argumentation et l'argument du marché libre jusqu'à sa conclusion, Rothbard n'a trouvé aucune fonction du gouvernement qui ne puisse être exercée aussi bien, voire mieux, par des agences privées. Je cite, « J'ai découvert dans mes discussions avec les socialistes et les interventionnistes qu'une fois que vous justifiez l'existence de l'État, une fois que vous sanctionnez l'usage de la force pour contrôler les gens, quelle qu'en soit la raison, vous pouvez justifier la taxation et tous les autres maux et les excès de l'État. » Pour Rothbard, tout se résumait à une question fondamentale. Le gouvernement était-il nécessaire ? Tom Paine avait qualifié le gouvernement de « mal nécessaire », entre guillemets, mais après 200 ans de gouvernement américain et le plein épanouissement du capitalisme, on pouvait enfin se demander si même ce mal nécessaire était nécessaire. Rothbard a conclu qu'il ne l'était pas. Qu'en est-il de l'écologie, des routes, de l'éducation des pauvres, de la défense nationale ? Rothbard entre dans des détails considérables dans son livre sur ces questions et sur la manière dont elles seraient traitées dans une société libertaire sans gouvernement. Si l'on considère ces problèmes en termes libertaires, un certain nombre de solutions non coercitives sont suggérées. Une société libertaire suppose un réservoir suffisant de bonne volonté et de volontariat pour s'occuper des personnes démunies et indigentes. Les libéraux croient que les gens doivent être forcés d'aider les malheureux. Les libertaires ne sont pas d'accord, ils sont optimistes quant à la bienveillance humaine fondamentale et croient qu'elle s'épanouirait davantage dans une société volontaire que dans une société coercitive. Je le pense aussi, moi, petite parenthèse. Pas forcément au début. Ça mettrait du temps, hein. Il faudrait du temps pour, si on mettait tout ça en place immédiatement, pour que les gens se séparent de leur individualisme, etc., qui finalement est fondé sur une base malsaine de jalousie et de l'autre a plus que moi, donc il n'y a pas de raison, je suis en compétition avec les autres puisque c'est le travail qui m'y oblige, que je veux pas qu'on prenne ma place. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on en finirait avec toutes ces conneries, et chacun, s'il avait une sorte de revenu universel, mais sans condition, et qu'il pourrait faire le travail qu'il a envie de faire, qu'il n'aurait pas besoin, qu'il aurait accès à de quoi manger normalement, etc. Sans coercition, sans obliger les gens, je pense que les gens comprendraient très vite d'eux-mêmes qu'il n'y a pas besoin d'aller piocher chez l'autre, d'être jaloux, Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'y crois beaucoup. Ironiquement, une partie de l'opposition la plus forte à Rothbard ne vient pas de l'establishment libéral, qui considère le libertarisme comme une irritation mineure de droite, mais d'un élément au sein du mouvement libertaire, les partisans de la romancière Ayn Rand. Vous savez, celle qui a écrit Atlas, la révolte d'Atlas.
championne de l'individualisme héroïque et du capitalisme du laisser-faire. C'est là-dessus, d'ailleurs, petite parenthèse, que je la trouve proche des idées des vrais satanistes, hein, qui sont extrêmement individualistes, et c'est du genre... moi je fais ce que j'ai à faire, le problème de l'autre, ça ne me concerne pas tant que ça, et blablabla, blablabla. Donc Ayn Rand se considère comme une anti-étatiste. Cependant, elle réserve au gouvernement 3 fonctions importantes: la protection policière, les tribunaux et la défense nationale. Elle financerait ses activités par des contributions volontaires plutôt que par la taxation. Alors, je reviens à la parenthèse que j'ai fait quand je parle de certains satanistes qui sont en fait de purs individualistes, un peu élitistes forcément, même beaucoup. Je prends surtout comme exemple des gens qui disent des choses pas toujours inintéressantes d'ailleurs. C'était Zina Lavey et puis son mari Shrek, je sais plus quoi là. Voilà. Eux c'était des satanistes, mais des purs individualistes. Ils croient pas en Dieu, donc ils comptent que sur eux-mêmes quelque part. Et ils se voient eux-mêmes d'ailleurs un peu comme des dieux, en fait. Puisque, selon leurs explications, un sataniste, c'est quelqu'un qui croit en l'absence de Dieu, si j'ai bien compris. Et en fait, ils font croire qu'ils adorent Satan pour faire rager les catholiques, etc. Mais c'est pas forcément le cas. Si j'ai bien compris, hein. Cette position, en tout cas, c'était celle de l'église de Satan. Alors, on continue. Où est-ce qu'on en était ? Ayn Rand, ok. Elle financerait ses activités, Ayn Rand, par des contributions volontaires plutôt que par la taxation. C'est ici que les partisans de Rothbard la contestent. Pourquoi conserver ces vestiges mortels du gouvernement, même sur une base volontaire ? Donc là, petite parenthèse, on est en plein la proposition de Zuckman là, sur les riches, etc. On est en plein dans ça parce que ça devrait être volontaire normalement. Des gens qui sont milliardaires, ils devraient plus participer à la société. Mais vu qu'ils ne le font pas, il faut peut-être les obliger. Enfin, c'est ça le grand débat. Hein. Donc la protection policière pourrait être mieux assurée par des entreprises de protection privées. Aïe aïe aïe. Je suis pas trop d'accord avec ça, moi. Ce seraient des sortes de braves M payés par le grand capital. Je sais pas. L'arbitrage, maintenant une fonction des tribunaux, pourrait être mieux assuré par des entreprises d'arbitrage privées et professionnelles qui régleraient les litiges par un accord volontaire plutôt que forcé. La défense militaire pourrait être assurée par des agences militaires privées employant du personnel volontaire. Ouais, non mais attendez, vous imaginez le degré de corruption possible ? Si une grosse multinationale parmi les 5 qui dirigeraient le monde, si Unilever fait de la fausse facturation, par exemple du genre facture pour service rendu, machin, alors qu'en fait elle ferait appel à une société privée de sécurité, je sais pas moi, pour... mener un coup d'état dans un pays où ça l'arrangerait, Unilever ou Total ou Chevron, enfin j'en sais rien moi. Ou Walmart qui secrètement paierait des milices privées pour maintenir l'ordre dans les villes. Ah, pour qu'il n'y ait plus de SDF. Ah, donc ça part d'un truc qui semble justifié, quoique, mais en fait, il y aurait aucune limite quoi. Aucune limite. Donc évidemment que pour moi c'est non. Hein. Selon Rothbard, le principal point de discorde entre les deux groupes est le traitement des criminels. Je cite, les Randiens, donc ceux qui suivent Ayn Rand, insistent sur un code de droit objectif pour gérer et punir les malfaiteurs. Nous suggérons que l'accent soit mis sur l'obtention de la restitution pour les victimes plutôt que sur la punition des malfaiteurs. La police privée ne serait pas intéressée à investir du temps et de l'énergie à punir, entre guillemets, les criminels pour leurs crimes, mais à récupérer les biens volés. L'ostracisme serait le principal moyen de punition de la société. C'est-à-dire l'ostracisme, c'est le fait de mettre à l'écart quelqu'un. Mais je sais pas si c'est bon, regardez ce qu'a fait l'État, du coup, oui, ouais, alors oui, il y avait l'État, mais pendant le Covid, ostraciser les non-vaccinés. On voit ce que ça a donné. Enfin, est-ce que c'est bien, non ? Je continue. Pourquoi maintenir des prisons coûteuses et l'appareil de punition et d'incarcération ?
Dans le système de Rothbard, la menace d'ostracisme serait un grand moyen de dissuasion contre les crimes. Gardez à l'esprit qu'un être humain peut supporter et même apprécier toutes sortes de punitions. La punition, selon les termes du psychanalyste Eric Berne, est une forme de caresse, mais peu d'hommes pourraient supporter l'ostracisme, ou l'absence de caresse, longtemps. Il est probable que, dans une société de la construction de Rothbard, un criminel trouverait quelqu'un pour le caresser entre guillemets de la manière punitive qu'il désire. La vie dans une telle société serait-elle moins sûre qu'aujourd'hui ? On estime, a répondu Rothbard, qu'environ seulement 5% de la population criminelle est en prison. Le reste est en liberté. Il y a beaucoup de gens en prison, auteurs de crimes sans victime, qui ne seraient une menace pour personne si on leur donnait leur liberté. Même si tous les meurtriers endurcis étaient libérés, les chances seraient toujours de 10 contre 1 d'être tués par accident plutôt que par meurtre. Les statistiques du gouvernement fédéral le confirment. En 1967, par exemple, il y a eu 21 325 suicides, 113 169 décès par accident et 13 425 homicides. La plupart des homicides intentionnels étaient des crimes passionnels commis par des proches. Les chances d'être assassiné par un criminel sont plus faibles que d'être assassiné par un proche. Si le gouvernement ne peut pas éliminer les décès par suicide ou accident, pourquoi devrions-nous nous attendre à ce qu'il élimine les décès par meurtre ? Les gouvernements ont été les plus grands meurtriers. Pourquoi devrions-nous nous attendre à ce qu'un meurtrier nous protège du meurtre ? C'est clair. Les prisons sont plus destinées à la punition des délinquants qu'à la protection de la société, a poursuivi Rothbard. Il y a beaucoup de contribuables, poursuit-il, qui ne sont pas intéressés à soutenir des institutions de punition. C'est une autre différence importante entre nous et ceux qui suivent Ayn Rand. Les Randiens sont orientés vers la punition et ils passent beaucoup de temps, comme les satanistes d'ailleurs. Enfin, les gens comme les membres de l'église de Satan là. Dans son discours là, Shrek il dit clairement faut punir les criminels, voire les tuer quoi. C'est-à-dire, il dit ça très froidement, c'est-à-dire ça sert à rien de les maintenir, de les payer des années dans les prisons. Hein. Et donc les Randiens passent beaucoup de temps à discuter des punitions qui conviendront et à quel crime. Alors c'est là où on peut se demander, est-ce que des films comme Minority Report, je crois que c'est ça, qui montre finalement un module technologique qui permet de deviner les pensées d'un meurtrier ou de quelqu'un avant qu'il ne les commette. Est-ce que c'est le rêve des Randiens ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est un film scientologue ? C'est ça qui serait intéressant. Et en quoi la scientologie serait proche d'Ayn Rand, par exemple ? Je sais rien, c'est juste des questions. J'avais assisté une fois à une série de conférences données par Nathaniel Branden, l'héritier intellectuel d'Ayn Rand, avant leur rupture amère en 1968. Il y avait quelque chose de particulier dans le manque d'humour des Randiens. Ces gens étaient toujours mortellement sérieux au sujet de leur perfection et de l'imperfection de tous les autres. Je vais être lourd, petite parenthèse, mais exactement comme les satanistes de l'église de Satan. Quand vous voyez comme ils se prennent au sérieux, à l'époque où ils se montraient dans les médias et tout, ils se croient parfaits et bien au-dessus des autres. Bien sûr, tout le monde était jugé selon la norme randienne de perfection, que les Randiens insistaient à être basés sur l'objectivisme le plus froid et le plus rationnel. La vérité, c'est que l'idée de perfection d'Ayn Rand est basée sur son propre idéal subjectif, entièrement adapté à sa propre nature. Malgré ces aspects négatifs de la philosophie randienne, beaucoup de ses adeptes ont été conduits au mouvement libertaire par ses arguments contre le collectivisme et l'étatisme, ainsi que par son soutien à l'économie du laisser-faire. Les Randiens faisaient partie d'un groupe de libertaires du Colorado qui ont décidé d'organiser le Parti libertaire à l'hiver 71. Alors je fais une petite parenthèse ici, le laisser-faire, qu'est-ce que c'est en économie, en politique ? Selon moi, c'est l'inverse de l'interventionnisme de l'État. Laisser-faire, c'est vraiment dérégulation, laisser faire le grand capital, s'arbitrer lui-même, etc. Je continue. Au cours de sa première année, le parti s'est concentré sur la candidature présidentielle du docteur John Hospers. Il est directeur de l'école de philosophie de l'Université de Californie du Sud et l'un des principaux porte-parole du mouvement libertaire. Le parti n'a obtenu son bulletin de vote que dans 2 États, Colorado et Washington, et a recueilli environ 5000 voix.
Ironiquement, Ayn Rand a exhorté ses partisans à voter pour Nixon et a déclaré que voter pour Hospert c'était un crime moral parce que cela aiderait McGovern. Rothbard, en revanche, a encouragé ses partisans à s'engager dans l'activité politique par le biais du Parti libertaire. Il considère une telle activité comme éducative. Le Parti libertaire a tenu sa dernière convention à Cleveland en juin 1973. Plus de 200 délégués étaient présents. Le parti a grandi pour atteindre plus de 3000 membres. Il est actif dans une trentaine d'États et a des groupes embryonnaires dans une quinzaine d'autres. L'âge moyen des membres est de 26 ans. La plateforme du parti préconise entre autres l'abrogation de l'impôt sur le revenu et de toutes les lois contre les crimes sans victime, y compris fumer de la marijuana, publier de la pornographie, jouer et acheter des lingots d'or. Puisque Rothbard est professeur d'économie, je lui ai demandé une prévision économique. Le grand danger, a-t-il dit, c'est l'inflation galopante. Le point critique arrive lorsque les prix commencent à augmenter plus vite que les masses monétaires. Nous pourrions atteindre ce point. Là, on y est totalement en 2025. Le gouvernement ne peut-il pas arrêter l'inflation ? Ai-je demandé. Il le pourrait, mais pas sans provoquer une récession. Et les deux partis refusent d'accepter une récession comme solution. Alors ils continuent à gonfler, espérant que l'inflation ne deviendra pas incontrôlable. Ce genre de choses peut durer longtemps. Et si le public décide que son argent ne vaudra pas grand-chose l'année prochaine, ça pourrait provoquer une inflation galopante en essayant d'acheter tout ce qui est en vue au lieu de maintenir des économies qui diminuent constamment en valeur. Le libertaire suivant que j'ai rencontré, c'était Harry Browne, dont le nouveau livre « Comment j'ai trouvé la liberté dans un monde non libre » Macmillan, 1973, suggère comment un individu pourrait vivre dans un monde de gouvernement omniprésent et atteindre néanmoins un haut degré de liberté personnelle et de bonheur. Browne soutient qu'il n'est pas nécessaire d'attendre une société libre pour pouvoir vivre librement. Effectivement, même en 2025 là, même si vous pensez que tout devient de plus en plus totalitaire, etc., si les gens commencent à vivre, les gens ont beaucoup de pouvoir, s'ils commencent à vivre selon leurs propres préceptes, la société forcément se redessinera selon leurs préférences. Si vous décidez en toute conscience d'utiliser de l'argent liquide, de ne plus utiliser les réseaux sociaux dans ce que ça a toxique, de partager aucune donnée biométrique, de ne pas prendre l'autoroute où on est fliqué, tracé, mais de prendre la nationale, de ne pas consommer n'importe quoi ou acheter n'importe quoi, de cultiver votre jardin, etc. On ne peut pas vous empêcher de faire ça. Et si les gens font ça massivement, le monde se redessinera. Ils seront forcés de toute façon de le faire. Donc il ne faut pas attendre, il faut commencer à le faire. Fondamentalement, le livre de Browne décrit un processus que toute personne en désaccord avec sa famille et la société a dû traverser pour maintenir sa propre identité et son intégrité. Il décrit comment on peut surmonter toutes les pressions qui l'empêchent de mener la vie qu'il veut, d'être le genre de personne qu'il veut être. Comment Browne s'intégrait-il au mouvement libertaire ? Bien que dans son livre il reconnaisse une dette intellectuelle envers Ayn Rand et Murray Rothbard, Browne adopte une approche de la liberté uniquement personnelle et subjective. Si la liberté est ce qu'un homme veut vraiment, il peut l'obtenir à condition qu'il soit prêt à en payer le prix que la société exige. Ce prix inclut le paiement de l'impôt sur le revenu, l'accomplissement du service militaire et en général l'obéissance à une myriade de règles irritantes et gênantes. Pour être libre, pour vivre la vie désirée, il faut sortir des pièges qui l'asservissent psychologiquement afin de pouvoir essayer les nombreuses alternatives personnelles disponibles. Un piège, selon Browne, est un truisme philosophique communément accepté et appliqué, bien que rarement contesté, du style « vous devez accepter la volonté de la majorité » ou « la loyauté envers votre pays est suprême » ou « le bien de la société est plus important que votre propre bonheur ». Ça, c'est des exemples de ce qui peut d'ailleurs facilement faire tomber dans le totalitarisme. La collectivité est plus importante que vous. Ça, c'est du collectivisme. Il est très facile de tomber dans un piège, écrit Browne. Les truismes sont répétés si souvent qu'ils peuvent être tenus pour acquis. Et cela peut conduire à agir selon les suggestions qu'ils impliquent, ce qui entraîne une perte de temps, des batailles inappropriées et la tentative de faire l'impossible. Les pièges peuvent vous amener à accepter des restrictions sur votre vie qui n'ont rien à voir avec vous. Vous pouvez involontairement payer des impôts que vous n'avez pas à payer, respecter des normes qui ne vous conviennent pas, supporter des problèmes qui ne sont pas réellement les vôtres.
Peut-être le piège qui suscitera la plus grande controverse, c'est le piège de la moralité. Brown soutient que les valeurs morales sont subjectives et que toute tentative de vivre selon un code moral absolu ou universel, créé pour d'autres personnes, n'apportera ni liberté ni bonheur à ces autres. Puisque chaque être humain est différent, Brown soutient qu'il est impossible d'atteindre la liberté ou le bonheur, à moins que chaque homme et chaque femme ne développe une moralité personnelle autour de sa propre personnalité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous appliquez vos convictions dans le travail salarié et tout, que vous dites non, et que vous savez que le patron il vous veut quand même, vous dites non mais moi fonctionner comme ça me va pas. Et voilà. Et vous faites comprendre que s'ils sont pas d'accord, vous êtes prêt à partir. À partir du moment où on commencera à imposer notre morale, etc., ils seront obligés de suivre en face. Et on pourrait aussi faire une analogie avec ce que disait saint Matthieu. Lorsque vous priez, faites-le comme si vous possédiez déjà la chose. Comme si vous l'aviez déjà. Et c'est la même chose dans ce que vous souhaitez que la société devienne. Je continue. Il définit une moralité personnelle comme une tentative de considérer toutes les conséquences pertinentes de ses actions. Il écrit « Une moralité personnelle est simplement l'établissement de règles pour soi-même qui guideront votre conduite vers ce que vous voulez et loin de ce que vous ne voulez pas. Une moralité réaliste doit prendre en compte de nombreux facteurs personnels, votre nature émotionnelle, vos capacités, vos forces, vos faiblesses et le plus important, vos objectifs. Tous les mouvements de libération actuels sont fondamentalement des mouvements contre les codes moraux qui tentent de dicter la façon dont les gens devraient vivre. Brown soutient cependant qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que la société change avant de pouvoir commencer à vivre selon son propre code moral. Il suffit de ne pas faire de foin sur ce que l'on fait. Faites ce que vous voulez parce que vous voulez vraiment le faire, pas parce que vous voulez choquer la société. Ne confondez pas provoquer la société avec le fait de vivre votre vie comme vous voulez la vivre. Ce dernier peut être fait sans que la société ou le gouvernement ne s'en aperçoivent. Vous n'êtes pas obligé d'appeler la fanfare municipale ou de crier sur tous les toits un truc quand vous voulez faire quelque chose que juste vous avez envie de faire, quoi. Par exemple, vous pouvez réduire vos impôts en utilisant toutes les échappatoires existantes au lieu de militer publiquement pour des réformes fiscales, ce qui a attiré l'attention des auditeurs de l'IRS, donc les impôts aux États-Unis. Vous pouvez mener une vie sexuelle non conformiste en privé, sans rejoindre pour autant la libération des femmes ou des homosexuels, et ainsi provoquer la colère de votre communauté ou de la police. J'en ai parlé à Brown dans sa maison perchée sur une colline à West Vancouver. La maison, un arrangement moderne à 3 niveaux, offre une vue imprenable sur Vancouver et l'anse du Pacifique qui la sépare de West Vancouver. Il avait récemment acheté cette maison de 120 000 $ avec l'argent qu'il avait gagné avec son premier livre à succès. Comment vous pouvez profiter de la dévaluation à venir ? À 40 ans, Brown est un romantique invétéré. Il s'assoira pendant des heures dans son immense salon à écouter Wagner, Puccini ou Delius sur un magnifique système stéréo avec un feu de cheminée, un verre de vin et une vue imprenable sur Vancouver. Une charmante jeune femme partage cela avec lui. Ma philosophie, a-t-il dit, est celle de l'individualisme au sens plein du terme, en ce sens que je reconnais et je respecte l'individualité de chaque personne. Je reconnais la nature subjective fondamentale de la perception et que 2 personnes ne sont pas identiques. Je prends l'autre personne au sérieux. Je reconnais sa souveraineté sur lui-même, tout comme je reconnais ma propre souveraineté. Je n'attends pas d'un autre individu qu'il se conforme à mon code moral. Il m'a fallu beaucoup de temps pour développer mon propre code moral personnel basé sur mon individualité unique. Un code moral doit être personnel pour avoir une valeur quelconque en tant que guide de vos propres actions. C'est d'une certaine manière le reflet le plus personnel de qui vous êtes. Fin de la citation. Alors, c'est intéressant. Si pour lui, l'individualisme, c'est dans ce sens-là, c'est très intéressant parce que moi, c'est exactement ce que je pense, par exemple. Si vous respectez vraiment les autres, ça veut dire que déjà vous vous respectez vous-même, vous vous appréciez vous-même, vous n'êtes pas quelqu'un de toxique, vous rejetez pas vos responsabilités sur les autres, c'est ça. Vous reconnaissez votre souveraineté, donc vous vous faites respecter aussi, et vous reconnaissez donc celle des autres. Oui, ça c'est l'idéal. Effectivement, tout à l'heure quand je parlais d'individualisme forcené, c'est quand c'est marche ou crève, moi j'en ai rien à foutre des autres.
S'il meurt, c'est pas mon problème. Si ceci, si cela. Oui, non, c'est pas ça. Et pour rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure, hein, on disait si vous avez une vie privée un peu bizarre ou si vous n'êtes pas obligé d'aller militer pour... C'est totalement ça. Moi, je passe mon temps d'ailleurs à dire ça. Tous ces gens qui ont des postures, je dénonce ça. Après, je me fous totalement du fait... Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui est homo ou ceci ou trans ou genre... en fait, fondamentalement, je m'en fous parce que moi, je vois en face une personne et selon ses actes, est-ce que c'est quelqu'un que je respecte ou pas? Je me fiche de ce qu'il fait, il ou elle fait dans sa vie privée ou autre. Le problème, par contre, c'est quand j'ai l'impression que d'autres ont plus de privilèges de la part de la société, alors même qu'on nous dit qu'on est tous égaux, et qu'ils commencent à se mettre en avant dans leur communauté pour avoir plus de choses que nous. C'est insupportable. Non. Et je suis fasciné toujours par l'énergie que mettent tous ces gens qui ont une posture finalement à manifester, à dire regardez, nous on existe, nous machin, plutôt juste que de juste vivre leur meilleure vie, quoi. Soyez silencieux, soyez discret, mais faites ce que vous voulez. Je veux dire, personne vous empêche après tout d'avoir une vie soit dissolue ou originale, ou faites ce que vous avez à faire. Et en fait, c'est là que vous êtes libre. C'est pas dans le fait de dire haut et fort à tout le monde que vous êtes ceci ou cela. Je veux dire, on s'en fout, quoi. Par contre, viens pas nous emmerder avec tes trucs en nous rabâchant toujours les mêmes choses et en voulant des privilèges pour toi et pas pour l'autre, quoi, je veux dire. Non. On s'en fout. Prouve ta valeur en faisant ce que t'as à faire chaque jour. Voilà, c'est tout, en fait. T'as pas besoin d'avoir l'assentiment des autres. Je continue. Certains de ses critiques à Brown le considèrent comme simpliste et non intellectuel, mais cela ne le dérange pas. Il croit que le but de sa vie est d'assurer son propre bonheur. Si son bonheur peut rendre quelqu'un d'autre heureux, tant mieux, mais il n'attend de personne qu'il sacrifie son bonheur pour lui. Au lieu de dépendre du reste du monde pour améliorer les choses, vous dépendez de vous-même. Alors, autre petite parenthèse, on pourrait dire, lui le gars c'est un homme sigma. Vous savez, selon la classification des hommes ou des femmes, c'est un pur sigma le mec, c'est-à-dire que il vit sa meilleure vie, il fait pas de bruit, il a pas besoin des autres forcément, mais il est hyper ouvert aux suggestions et voilà. C'est un pur sigma. Alors que l'homme alpha qu'on présente à tort comme le mec hyper solide qui a besoin de... non, la plupart des gens se trompent. Un homme alpha, c'est un grand séducteur, etc. aussi, mais il a toujours besoin de la reconnaissance des autres. C'est-à-dire, il a besoin de montrer que dans une pièce, c'est le mec le plus fort, c'est celui qui séduit le plus de femmes, ou j'en sais rien. Mais en fait, l'alpha est complètement quelque part dans le système, et l'acceptation du système, il attend des autres d'être reconnu, en fait, dans le regard de l'autre. Alors qu'un sigma, il en a profondément rien à faire. Il a même pas besoin du regard de l'autre pour avancer. C'est ça la grande différence. Donc le sigma, le type sigma est plus fort que l'alpha, évidemment. Je continue. Je cite, « Cela ne mène-t-il pas une existence solitaire, ai-je demandé ?»« Pas du tout, répondit Brown. Vous pouvez trouver des gens qui vous accepteront tel que vous êtes. Mais vous devez vous révéler à eux. Si vous vous cachez derrière un faux semblant, les gens que vous voulez vraiment attirer ne pourront pas vous reconnaître. Mais pour révéler votre vrai moi, vous devez vous connaître. Vous devez être honnête dans l'évaluation de vos qualités, capacités, faiblesses et forces. Certaines personnes ont du mal à s'accepter telles qu'elles sont et créent un faux semblant. Alors parfois on crée un faux semblant aussi pour se faire accepter en société, en entreprise, etc. Parce que c'est plus pratique, quoi. Mais le faux semblant n'attire que des personnes qui s'attendent à quelque chose qui n'est pas là. Elles seront déçues lorsqu'elles découvriront que derrière le faux semblant se cache une personne entièrement différente. Alors le problème peut se poser, à mon avis, petite parenthèse, dans les relations romantiques. Ça peut être la raison pour laquelle parfois on vous dit ah mais je m'attendais pas à ce que tu sois comme ça, etc. Alors quelque part c'est le problème de l'autre qui se fait des schémas qui sont faux dans sa tête, mais ça peut signifier que vous dégagez quelque chose de différent en société de ce que vous êtes vraiment. Ça peut être en plus, en moins, etc. Mais ça veut dire que c'est pas encore réglé complètement.
Donc je lui ai demandé en quoi il différait de Rothbard sur la question de l'anarchie. Tout dépend de la façon dont vous interprétez le mot anarchie, a-t-il dit. Je ne suis pas un anarchiste comme Rothbard parce que je n'essaye pas de changer le système social. Pour avoir le genre de société que Rothbard veut, il faut une société régie par certains principes et normes morales. Seul un gouvernement peut créer ce genre de conformité générale. En fait, je suis plus anarchiste que la plupart d'entre eux parce que je reconnais l'anarchie actuelle tout autour de moi et j'essaie de vivre ma vie dans ce contexte. Je n'ai aucun intérêt à changer la société. Il ne me reste pas tant d'années que ça. Je profitais au maximum du temps qu'il me reste. Alors, si on prend juste les 2 dernières phrases, ça pourrait ressembler à ce que certains disent, je déteste ce terme, les boomers. Ah voilà, pour le boomer, il se dit j'ai aucun intérêt à changer la société, moi je veux profiter au maximum du... Oui, ça effectivement, une fois que t'as bien pollué la planète, etc., si t'es uniquement comme ça, sans jamais prêter d'argent à tes enfants, sans jamais les aider, t'es là tout seul dans ta grosse Mercedes ou dans ta Porsche à manger tout seul au resto. Oui, c'est clair que c'est une faillite ça. Mais lui, il dit ça dans un autre contexte. Hein. Il dit, je suis pas assez fou pour vouloir changer le monde quelque part sans avoir à me remettre en question moi-même. Lui dit, j'essaye d'appliquer quotidiennement les changements que je veux voir intervenir dans ma vie et donc aussi dans la vie de tous les autres, mais c'est la meilleure façon de commencer le changement. Il n'a pas la folie de vouloir changer tout autour de lui sans commencer par lui-même. Hein, c'est plutôt ça, j'ai l'impression que... Je vous propose d'en finir avec cette première partie, qui est bien dense. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie de ma lecture.